Bienvenue. Welkom. Willkommen. Welkomin. Tervetuloa. Bourres Boatin. Bienvenue à cette 9e édition du festival et merci à la ville de Fontainebleau de nous accueillir dans ce beau théâtre. Avec le choix du thème du peuple et une invitation aux 5 pays nordiques, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, le ministère de la Culture et le comité scientifique, sous la présidence de Pierre Rosenberg, a voulu donner un signe fort. L'histoire de l'art se doit d'être en phase avec les thèmes, les questions, les problèmes qui animent la société d'aujourd'hui. Elle doit contribuer à une meilleure connaissance et appréciation des arts et des patrimoines culturels de tous les pays. La mission du festival, portée par l'Institut national d'histoire de l'art, responsable de sa programmation scientifique, en lien avec les musées, les universités, les centres de recherche en France, et le château de Fontainebleau, responsable de son accueil, la valorisation de son patrimoine. Il est notre mission de faire partager le travail qui se fait par les historiens de l'art partout, en France, ailleurs, en dehors de ces murs. Nous nous intéressons à toutes sortes de questions qui sont soulevées par des objets artistiques et culturels, mais ce serait un intérêt qui aurait qu'un sens réduit si nous ne la partageons pas avec le grand public. Comme les années précédentes, le festival vous offrira un large éventail de conférences, débats, projections de films, un salon du livre et de la revue d'art, des visites, des ateliers, des spectacles et des concerts. Cette année aussi, des expositions. J'espère que vous allez découvrir pendant ces 3 jours une offre riche et stimulante. Avec notre nouvelle équipe, sous la présidence de Bruno Racine, nous avons poursuivi le travail déjà accompli par Annick Lemoine et Pierre Rosenberg, et on vous en remercie. Mais on a aussi voulu mettre quelques autres accents que vous allez découvrir. Il nous a semblé important d'associer encore plus d'étudiants à notre travail. Il nous a semblé important de s'intéresser à toutes les géographies et aussi d'inviter des artistes à participer dans le festival directement. La collaboration avec nos collègues nordiques fut un vrai plaisir. Nous les remercions pour leur enthousiasme et leur soutien et leur venue si nombreuse. Nous avons hâte de vous écouter et d'apprendre plus sur l'histoire des arts de votre pays, de vos pays, de votre région. Nous voulons remercier au nom de tous mes collègues, l'INHA, le château. On vous remercie, tous les partenaires, les anciens, les nouveaux, pour votre enthousiasme et votre soutien. Vous êtes nombreux. Le festival est une entreprise collective. Tout le monde veut y être et c'est un vrai défi, un vrai plaisir. Le festival cette année s'ouvre avec un artiste danois, Jan Vaux, qui se cache encore dans la coulisse. Il a choisi d'être avec vous aujourd'hui, de vous parler sous forme de dialogue. C'est un artiste important qui parle rarement en public. Sa rétrospective au Guggenheim Museum à New York fut une vraie révélation. La façon dont histoire collective et histoire personnelle se nouent, il le met en avant, il nous fait voir comment art et histoire sont ancrés, ne peuvent pas être pensés séparément. Le dialogue se fera avec Joshua Chambers-Ladson, qui est professeur associé à Northwestern University. Il va se tenir en anglais. Ils vont parler du trajectoire de Jan Vaux, de son projet artistique, peut-être son projet un peu plus intime. Son œuvre est encore à découvrir maintenant à la Biennale de Venise. C'est un grand honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il ouvre le festival et je pense que c'est dû aux artistes. Please, Jan.
Joshua. Thank you so much for joining us from so. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes venus de loin. La scène est à vous. Voilà, vous avez entendu l'étendue de mon français, j'en suis désolée. Pour ceux d'entre vous qui ont en fait présent, je dois dire que nos amis de l'interprétation nous ont dit que le français est une langue peut-être plus élégante mais plus longue. Donc si vous avez l'impression en anglais que je m'endors, non, c'est pour prendre en compte la langue française qui est plus bavarde que l'anglais. Pour ceux qui connaissent la pratique de Yang, vous savez que très souvent, on crée un espace avec le travail des collaborateurs. Et Yann m'a demandé d'être là aujourd'hui pour la performance de son texte, qui en fait est un dialogue avec son œuvre. Jan Vo, lors de son exposition en 2009 à Kunstobal, un chandelier flottant et une pierre tombale sont les seuls acteurs dans une grande salle. La salle, très large, avec du soleil qui pénètre de l'extérieur, le chandelier majestique, étincelant, des gouttes de cristal comme des larmes qui passent d'un niveau à l'autre. La pierre tombale, une représentation de la façade d'une machine à laver, un frigo, une télévision, un crucifix en bronze, marbre, granit et bois. Tant de beauté, mais pas beaucoup de vie. La performance est influencée par un faible pouvoir de résurrection. En performance, nous pouvons conjurer le passé et le ramener dans le présent. La performance, dans d'autres mots, a la puissance de faire plus de vie. Aujourd'hui, je vous offre une série de scènes sur l'œuvre de Jan Vo dans une tentative de décrire ce pouvoir tout en soulignant sa nécessité dans un monde où la mort et la destruction sont très régulièrement et injustement distribuées à des sujets minoritaires, c'est-à-dire les personnes de couleur, les femmes, les gays, les trans, les immigrés, les réfugiés, les colonisés, les déportés, les dépossédés, le mineur, le marginal et très souvent l'oublié. Mon objectif aujourd'hui est de peindre un portrait du pouvoir de la performance à maintenir en vie les morts et avec nous, tandis que nous luttons pour survivre à un présent sans cesse précaire. Donc, et pour, en fait, citer le rappeur Drake, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Je suis ici pour parler de plus de vie. Le philosophe juif allemand Walter Benjamin a achevé les thèses de la philosophie de l'histoire peu avant de s'être suicidé à la frontière franco-espagnole, ayant peur qu'il serait remis aux nazis tandis qu'il essayait de fuir. Écrit avant sa mort, l'essai travaille au service de plus de vie, tandis que Benjamin fait appel à un historien qui compara l'histoire à l'encontre du poil afin de donner un récit historique du point de vue du présent et de l'angle de l'opprimé. Cette figure reconnaît que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il n'y a pas de document de civilisation qui n'est pas à la fois un document de barbarie.
Et comme un tel document n'est pas libre de barbarie, la barbarie entache également la façon dont cela est transmis d'un propriétaire à l'autre. Vaux joue en fait le rôle de l'historien et afin de comprendre ce que j'entends par cela, nous allons suivre un chandelier qui a été transmis d'un propriétaire à l'autre avant d'apparaître devant vous dans une galerie ou un musée. À l'origine, il pendait dans la salle de bal de l'Hôtel Majestic à Paris, où il a pu être témoin d'un grand nombre d'événements, y compris le 27 janvier 1973, la signature des accords de paix de Paris. Les accords débutaient le processus de fin de guerre du Vietnam qui s'est achevé avec la chute de Saigon le 30 avril 1975. Dans la suite de cette guerre, dans le sud-est vietnamien, dans la ville de Ba Ria, un petit garçon meurt. Il était un de plus d'1 million de Vietnamiens dont les vies ont été prises par la guerre et ses conséquences immédiates. Sa mère, Ao Thi Nguyen, était à l'époque enceinte de son frère, Vo Trung Ki Dan, qui deviendra plus tard Yan Vo. S'il fallait prendre un moment pour s'arrêter et réfléchir au passé, pour se souvenir des pertes ressenties pendant et après la guerre, la famille de Vo a été presque immédiatement exposée à un nouveau régime d'oubli forcé. Comme les régimes révolutionnaires récemment mis en place dans les pays voisins du Cambodge et Laos, le Khmer Rouge et le Pathet Lao, le nouveau gouvernement vietnamien a essayé de corriger un passé qu'il pensait entaché du colonialisme et du capitalisme, et cela par de pratiques violentes d'amnésie forcée. En essence, écrit le chercheur du Sud-Est, Katara Aum, ce qui a été recherché par la transformation révolutionnaire sous le communisme d'Asie du Sud-Est n'était pas simplement la destruction d'une structure sociétale ancienne, mais la vie complètement soumis à un système de sevrage ultime du passé, la mémoire sociale a été minée systématiquement par les régimes travaillant sur le langage, culture et tradition révolutionnaire qui visaient à détruire ce qui n'arrivait pas à transformer ou éliminer. La survie sur de tels régimes exigeait l'oubli, sinon la fuite. Après 4 ans après la naissance de Yan, ses parents ont pris la décision de rejoindre l'exode d'environ 1 million de réfugiés qui quittaient le Vietnam par bateau, 1 million de morts pendant la guerre et maintenant 1 million en mer. La famille est partie sur un bateau construit à main collectivement sous la supervision du père de Nguyen Phuong. À cette époque, beaucoup des voisins vietnamiens fermaient leurs portes aux marées de réfugiés vietnamiens. Certains ont été sauvés, mais beaucoup ont été refoulés vers la mer par des responsables thaïs et malaisiens. Ils étaient laissés en mer, exposés à une mort lente et douloureuse, le désespoir. Dans les mots de la chercheuse Patricia Nguyen, les réfugiés survivant à la surface de l'océan et vivaient sans finalité, ressentant une intense douleur, silence. Beaucoup ont ainsi flotté sur la mer dans ces bateaux. Les réfugiés étaient là, entassés les uns sur les autres, parfois au bord de la noyade, flottant à travers l'océan. Beaucoup continuent à vivre un
ainsi hantés par les mémoires qui leur ont permis de rester vivants et ne pas être perdus dans le processus. Si l'océan les a menacés d'oubli, ceux qui ont survécu souvent ont rencontré d'autres formes d'oubli sur des nouvelles rives. Comme Hume nous dit, aux États-Unis, en Asie, les réfugiés de l'Asie du Sud-Est avaient le poids oppressif de l'histoire, qui recevaient aucune reconnaissance publique de leur perte, leur sacrifice, le tout effacé par l'amnésie d'une nation en autodéception, culpabilité. Et suite à un séjour dans un camp de réfugiés singapouriens, la famille a été rétablie au Danemark. Même s'il était né Vo Trung Ki Dan, les responsables danois, lorsqu'ils lui ont fait son passeport, ont transformé par erreur son nom officiel en Dan Vo. Alors la famille Dan a perdu un fils dans la suite de la guerre et après avoir survécu à cela, les autorités danoises ont légalement tué leur deuxième fils, Vo Trung Ki Dan, en lui donnant le nom et la naissance à Dan Vo. Comme Catherine Brinston, conservatrice, l'a dit, cette restructuration littérale par l'autorité d'État d'un pilier central de l'autodéfinition a été inscrit dans l'identité de l'artiste depuis. Ces papiers officiels continuent de porter la trace de l'indifférence bureaucratique, de l'altérité culturelle. Vo, très souvent, transforme des documents officiels en œuvres d'art, allant de catastrophes en masse, telles que la guerre du Vietnam, en minutie de bureaucratie, par exemple un certificat de mariage. Ceci, en fait, souligne le fait que nous vivons dans un État qui gère et discipline notre vie à la fois de façon biopolitique et nécropolitique. Le biopolitique fait référence au terme de Michel Foucault sur la gestion et la protection de l'état de la vie biologique de la population. Le nécropolitique fait référence à la description d'H&MB de l'exposition de l'état de segments spécifiques de donner la mort à une population, et cela souvent sous l'égide protecteur du corps politique. Dans de telles conditions, l'indifférence bureaucratique est active, violente, destructive et créative. La force destructive et créative de l'indifférence bureaucratique est inscrite dans la signature du banquier, tandis qu'il assure une ligne de crédit pour construire des flottes de bateaux qui transportent les esclaves de la côte ouest de l'Afrique à l'Europe et l'Amérique. C'est en fait l'ordre exécutif du secrétaire du transport qui assure les trains qui vont transporter du cargo vivant vers les camps de la mort, et c'est l'action de prendre de façon indélicate le nom d'un enfant qui flotte dans la suite, dans le sillage de la guerre. Dans un des travaux de Vaux, l'indifférence bureaucratique et ce qu'on retrouve dans la lettre de 1975, le secrétaire d'État Henry Kissinger a un critique de théâtre, Léonard Lyon, où Kissinger se plaint: je choisis vos ballets plutôt que de contempler la vie au Cambodge chaque jour si j'ai le choix. En citant la lettre de Kissinger, on voit en fait les mémoires de cette guerre oubliée. Vaux nous rappelle que l'affirmation du secrétaire d'État se disant sans pouvoir vis-à-vis ce qui se passe. D'ailleurs, en ce qui concerne cette lettre, Kissinger dit aux ministres étrangers Thai, Chati Thai Thonton: vous devrez également dire aux Cambodgiens, le Khmer Rouge, que nous serons amis avec
Ce sont des meurtriers, mais on ne va pas laisser cela nous empêcher. Nous allons améliorer nos relations avec eux. Satisfait que les Khmers rouges étaient antagonistes au gouvernement vietnamien et dans un effort d'améliorer les relations avec le régime cambodgien, l'administration Nixon a joué un rôle actif pour discréditer les mémoires et souvenirs traumatiques des réfugiés cambodgiens qui échappaient jusqu'à la frontière cambodgienne. Les réfugiés de la guerre du Vietnam restent sujets aux marées brutales de l'histoire qui leur fait encore mal. Ils sont pris dans le sillage des courants qui force cet oubli privé. Mais le petit garçon qui a été rebaptisé par les autorités danoises n'a jamais oublié qui il était, d'où il venait ou ce que sa famille a perdu dans leur fuite à travers l'océan pour trouver davantage de vie. Il est devenu artiste en 2009. Il a acheté les chandeliers aux enchères en nommant chacun avec le nom du moment précis qu'il avait été décroché. Comme l'historien Benjamin Vaux est armé de la connaissance puissante que chaque document de civilisation est à la fois un document de barbarie. Il collecte et rassemble les objets ensemble, les faisant travailler, les faisant jouer l'histoire tragique qui les suit. Un conservateur récemment m'a dit que les musées sont des mausolées. Ils prennent des objets qui circulent dans le monde des vivants, les préservent, les conservent pour une réflexion contemporaine et future. Je lui ai dit que c'était complètement fou et c'est une idée irresponsable et dangereuse. Un musée ne contient pas et ne préserve pas des objets morts. Il saisit des objets que les vivants ont chargés de vitalité, de force et de puissance, sachant que ces pouvoirs peuvent être déployés au service de la mission du musée. Les musées ne sont pas la maison d'objets morts, ce sont des performances. Ce que Vaux comprend et ce qui cherche à vous faire comprendre, c'est que chaque objet dans un musée est un artiste qui performe, qui joue. De dire qu'une œuvre d'art joue et reconnaître le point de rencontre entre l'œuvre et la scène relationnelle dans laquelle l'œuvre se produit, l'interaction avec le travail d'artiste et le spectateur. Et en fait, le spectateur apporte sa perspective et sa connaissance à l'animation de l'œuvre, l'objet ayant apporté son investissement en termes de référence histoire. Ce qui veut dire que le chandelier interagit avec le spectateur et le spectateur produit un sens dans cette rencontre avec le chandelier. Le chandelier joue pour, ou mieux encore, avec le spectateur. Mais il y a aussi le fait que les objets ne sont pas fixes, durables ou ne bougent pas. Plutôt, c'est les événements qui se déroulent face à nous. Ils, en fait, vont se pourrir. Il y a d'autres œuvres durables qui peuvent être décrites comme durée, une performance qui dure. Il y a un an de cela, j'ai regardé l'exposition Manifestation au musée Guggenheim à New York et j'ai vu beaucoup d'œuvres exposées aux éléments. On a demandé d'enlever l'oculus qui était dans le musée, qui baignait de lumière le musée, la lumière du soleil qui illumine mais qui également brûle et qui brûle les documents, tout ce qui est imprimé. Christina Young
personne, mon guide, m'a parlé des défis du musée, de l'équipe des conservateurs qui savaient et qui étaient préoccupés par le fait que certaines œuvres seraient dégradées par l'exposition, par l'air, les éléments, par les personnes qui passaient dans le musée. Vaux et son insistance pour les exposer dans cet état de vulnérabilité, en fait, des événements qui se transforment devant nous alors qu'ils passent par ce processus de dépérissement, de mort lente. Benjamin suggère que les sources de force vitale d'une œuvre, c'est cette aura qui est fournie par les endroits, les personnes, et on les décrit comme la toile de fond d'un objet, qui peut être décrit comme l'histoire de changement de main. Une œuvre qui peut passer d'une personne à l'autre, qui est sécurisée par la signature de l'artiste. Et on essaie d'étendre l'œuvre, comme Karl Marx l'a dit, d'écrire une autre scène de production. Production, c'est-à-dire le pouvoir de l'homme pour façonner, et en fait qui fait partie, l'œuvre de l'homme qui est accumulée, qui se trouve dans le manteau qui a été façonné. Dans le mode capitaliste de production, la portion qui est transférée est enlevée à un prix plus élevé que ce qui a été payé pour façonner l'objet. Et pour Marx, cela signifie que la vie qu'il a conférée sur l'objet, maintenant, la confronte comme étant quelque chose d'hostile et d'étranger. Et cette aliéné du travailleur est passé dans la circulation et on enlève donc le passé. Il est renommé comme le réfugié qui est rebaptisé. Son histoire est réécrite lorsque son corps est déporté dans le monde par des processus bureaucratiques. Ça, c'est pour dire que la force vitale du travailleur qui a façonné l'objet, le contexte dans lequel l'objet a été fabriqué est décrit et ensuite oublié lorsqu'il passe à travers le monde. Mais dans cette performance, ce qui a été perdu dans cette réanimation est perdu et remis à jour. Et le chandelier possède deux signatures. Il y a la signature qui parle du rôle en tant que témoin de ces événements historiques qui a mené Vaux à cet exode sur l'océan, mais il y a également la signature de Vaux en tant qu'artiste qui montre sa médiation de l'objet. Sa touche transforme l'objet. C'est un document de la civilisation qui devient un travail chargé d'art. La main de Vaux a peut-être jamais touché l'objet qu'il place, mais il y a sa signature qui est une preuve de cela, et il y a la conservation de l'objet. Et le chandelier commence à avoir une fonction de mémoire. On se souvient ce qu'il est. Les études asiatiques américaines par Mimi Tin Nguyen et Mariam Lam montrent que le souvenir, c'est un problème à cause du colonialisme et de la guerre. Et c'est un refus d'avancer, c'est-à-dire un refus de laisser derrière. La performance du souvenir peut être un moyen de refuser d'avancer et permet de garder les morts vivants alors que nous résistons pour dire qu'on va les laisser derrière. Rebecca Schneider en parle comme un acte de survie, de garder en vie, de faire passer dans les plusieurs sens de cette phrase, de faire passer. La performance peut être un acte radical de refuser d'avancer dans cette tentative de maintenir les morts vivants et en préservant leur colère et leur demande de justice. Les objets ont très souvent joué un rôle, c'est-à-dire de garder les morts vivants. On pourrait se dire ici que la pierre tombale que Vaux a
fait pour sa grand-mère la pierre tombale de Nguyen Thi Thi. Donc, tout ceci a été emmené au Danemark et un immigrant a donné à sa grand-mère un réfrigérateur, une machine à laver, une télévision. Et l'Église catholique a fourni une croix. Vaux, plus tard, a transformé ces nouvelles versions de ces dons en statue, Oma Totem, qui est devenu l'origine de la pierre tombale qu'il a conçue pour sa grand-mère. Ces cadeaux étaient là pour faciliter cette cassure entre son passé de réfugié et pour qu'il puisse entrer dans ce nouveau terrain de subjectivité qui a été produit par la modernité capitaliste européenne. En fait, c'est une matérialisation littérale de ce que Mimi Tin Nguyen a décrit comme étant le cadeau de la liberté, où la liberté est une promesse impossible qui justifie l'impérialisme européen et américain avec l'expansion du capitalisme et les formes d'exploitation du capitalisme. Depuis, la liberté et le libéralisme ont été conçus comme étant des droits de propriété. Le don, écrit Nguyen, c'est le transfert d'une possession d'une personne à une autre et forme la relation entre le donneur et le receveur. Et ce don fait partie d'une économie et c'est quelque chose d'ouvert. En fait, le don est quelque chose qu'on reçoit dans cette économie de capital et c'est une exploitation du labeur. Et en fait, il y a ce don de la liberté. Yen Espiritu le décrit comme étant le peuple vietnamien qui fuit un pays désespéré et nous avons la production des travailleurs vietnamiens qui est un travail répétitif, monotone, mal payé. Et le réfugié doit payer, rembourser cela, quelque chose qui ne peut jamais être remboursé, parce que cela dépasse tous les prix, la liberté. Ayant reçu le cadeau de la liberté, le réfugié doit oublier son passé et survivre à tous les traumatismes qu'il a vécus et essayer de devenir un membre productif de son pays d'adoption. Les biens donnés par la grand-mère de Vaux, donnés à la grand-mère de Vaux, nous disent que le réfugié doit peut-être rembourser ce don donné par cette liberté. Un réfrigérateur, une machine à laver, une télévision, une croix pour cuisiner, nettoyer, consommer et ensuite remercier pour votre perte. Ça, c'est le chemin par lequel cette condescendance de la liberté donne aux réfugiés, parce qu'elle devient un sujet moderne du capitalisme. Mais on transforme ces biens en sculpture et ensuite une pierre tombale. Et la pierre tombale pour Nguyen Thi Thi nous montre une vie vécue pour la liberté, nous donne l'histoire de ces formes sociales et de morts historiques auxquelles les réfugiés sont sujets et ensuite dépossédés de leur passé et lorsqu'ils doivent travailler pour le service de quelqu'un présent. Mais lorsque les personnes endeuillées voient la pierre tombale de Nguyen Thi Thi, là, elle est là, on voit son absence, mais là, on garde une partie de cette personne en vie, on prolonge et on donne une vie à la présence de la personne endeuillée. Maintenant, pour vous dire la vérité, Vaux est en fait un artiste transactionnel qui déploie un art de séduction dans les institutions artistiques en lui donnant de l'argent. Et ensuite, il achète les documents révérés de l'histoire du colonisateur pour les revendre à un prix plus élevé. Mais avant de faire cela, il utilise ces documents de cette civilisation pour que
on puisse perpétuer cette barbarie. Dans les termes de Brinson et la description de Vaux, il le fait en tant que moyen pour forcer un système antagoniste pour produire et enregistrer mes mémoires privées. Mais si, pour retourner à la phrase de Benjamin, la barbarie entache la façon dont ça a été transmis d'une personne à une autre lorsque Vaux possède les objets et possède le pouvoir de se venger sur l'objet à cause des crimes passés. Dans sa langue maternelle, l'exposition en 2013 de Vaux à la Marion Goodman Gallery à New York, un spectateur qui est passé dans la galerie à travers les ascenseurs, qui a vu l'exposition et toutes les calligraphies effectuées par son père, ainsi que les objets que Vaux a acquis durant les enchères. La plupart de ces choses sont passées par les mains des présidents américains, les leaders militaires et les diplomates pendant la guerre du Vietnam, surtout des objets qui étaient possédés par Robert S. McNamara, secrétaire américain à la Défense entre 1961 et 1968. Il y avait 2 chaises dans le bureau de cabinet de Kennedy, une lettre écrite par Jacqueline Kennedy à McNamara, 4 stylos utilisés pour signer les lettres qui ont rendu la guerre du Vietnam possible et des objets orientalistes, des sculptures en ivoire, des masques africains que possédait McNamara. Et ces objets que Vaux conserve dans la pièce, en fait, c'est l'histoire de cette guerre sanglante qui pourrait être oubliée, mais qui revient à la vie grâce à ces murs absolument blanches, les murs de cette galerie. Dans la langue maternelle, les paysages nécropolitiques de la guerre du Vietnam et les fantômes de ces Vietnamiens qui ont été assassinés pendant la guerre sont reproduits grâce à ce geste, grâce à leur absence. Et Vaux demande une certaine vengeance pour le meurtre de ces Vietnamiens. Devant la galerie, et on voit donc devant la fenêtre à gauche un cadre de chaises. Et à droite, nous voyons une tapisserie qui était sur la chaise et qui est maintenant sur le mur. Et dans la galerie, nous avons tout ce qui a été enlevé du garnissage de la chaise. Et ils sont là devant l'œuvre iconique de David Wojnarowicz, Buffalo. Et par ailleurs, dans la galerie, il y a le lot 20, une lettre, une présentation signée par Jacqueline Kennedy, une note écrite à la main à McNamara de la veuve de la première dame. Et Kennedy parle de son désir de donner quelque chose de spécial à Jacques, qui aurait une signification pour toi. Et ensuite, elle s'assoit sur cette chaise avant d'écrire. Vous êtes le seul membre de ce bureau qui ayez une chaise. Et là, vous avez une photo de la chaise donnée à McNamara, les interactions entre la chaise, les lettres de Kennedy et la reproduction de Joseph Kossuth, une des 3 chaises. Alors que le spectateur passe par les chaises et les lettres de Kennedy, les deux entrent en conversation les uns avec les autres. La chaise du lot 20 revient à la vie et danse devant le spectateur, comme si c'était cette chaise qui effectuait une performance pour réanimer et reproduire les traces de la vie de Robert, Jackie et de Jacques. Et là, il a pris ces œuvres du colonisateur, telles que ces chaises, et Vaux les détruit, les déchire, les fragmente. Et c'est une récompense violente de la façon dont les colonisateurs ont détruit et ont fragmenté la vie au Vietnam avant, pendant et après la guerre.
Et ces actes iconoclastes, ces actes ont été effectués au nom des morts. C'était une vengeance, un geste de souvenir qui refuse d'aller de l'avant, qui refuse de laisser les choses derrière, comme si c'était pour dire « je me souviens, je me souviens ». Et ça, c'est pour le souvenir et pour davantage de vie. Ou peut-être l'acte de déchirer les mémoires du colonisateur. Et c'est un écho d'un autre geste de ne pas maintenir et de ne pas accepter tout ce qui est colonial. Et là, vous êtes confronté à gauche par une peinture que Vaux a conservée dans ses expositions. C'est une peinture du 19e siècle du Vietnam. Nous avons donc un paysage en bleu avec des Vietnamiens, des soldats qui déchirent le corps d'un missionnaire français. Donc vous avez le corps de l'homme blanc, vous avez ses membres qui sont déchirés et vous avez des soldats qui regardent tout autour, des civils vietnamiens qui regardent le missionnaire et cette torture. Et donc les Français ont réclamé les terres et les vies des Vietnamiens et la couronne vietnamienne qui reconnaissait cette menace coloniale des missionnaires chrétiens. Mais la Westphalie a demandé la province et la souveraineté en limitant le terrain provincial de l'Europe et ils ont refusé de reconnaître les droits souverains des personnes en Asie, en Afrique, en Océanie et dans les Amériques. Et on pourrait croire que cet acte historique de déchirer le corps du colonisateur, tout comme la chaise de McNamara ou même le corps de la liberté en tant que tel, pour rembourser ce don de liberté comme le déchirement de ce corps d'un blanc, ce don. Donc, depuis 2011 jusqu'en 2016, Vaux a employé les services d'une personne à Shanghai pour créer la reproduction exacte de divers éléments de la Statue de la Liberté. Ces pièces n'ont jamais été assemblées et ont été montrées avec divers fragments partout dans le monde. Donc, Vaux a déchiré le corps, membre par membre. Voilà ce qu'un enfant américain est enseigné sur la Statue de la Liberté. Les Français eux-mêmes se sont engagés aux idées de liberté, égalité et fraternité. Et ils adoraient tellement la réalisation du rêve américain qu'ils ont donné aux Américains le don de cette déesse qui pourrait capturer toutes ces idées dans la forme de son corps. Dédiée le 28 octobre 1886, la statue a été conçue par le sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi avec un cadre en métal construit par Gustave Eiffel. La statue a été installée dans ce qu'on appelle la Liberty Island, juste à côté de Ellis Island, qui est un centre de traitement pour les immigrants aux États-Unis et c'est un site pour la déshumanisation des immigrants européens. Mais ce n'était pas une lutte des immigrants qui a donné naissance à l'idée de cette statue, mais plutôt la statue a été proposée par Édouard-René de La Boulaye, président de la Société anti-esclavage française pour honorer l'abolition de l'esclavage aux États-Unis à la suite des événements de la guerre civile américaine qui s'est conclue en 1865. Ce détail, je dois le noter, n'est pas enseigné aux enfants aux États-Unis et reconnaît la dette qu'on ne peut pas repayer aux 60 millions ou plus qu'ils ont kidnappés et dans les horreurs de
cet esclavage américain, y compris ma grand-grand-grand-mère et grand-grand-grand-père. Et il semble remarquable que les Français n'aient pas offert de déesse de la liberté au peuple d'Haïti qui s'est émancipé de la domination brutale et violente des Français qui ont été depuis 1765 jusqu'à 1805, ni pour les peuples d'Haïti ni pour ses enfants. La France, en fait, a payé la déesse de la liberté, de la fraternité et de l'égalité en emprisonnant Toussaint Louverture, arrêté par les autorités coloniales en 1802 et transporté ici en France où il est mort dans une prison française le 7/8/1803. La cause de sa mort est inconnue. C'était une autre victime de ce don de la liberté des Français avec des millions de personnes noires qui ont été brûlées, enterrées vives, amputées, et mutilées, violées et pire par le régime colonial français sous l'autorité législative de Louis XIV et de son code noir. C'est une histoire où l'on voyait qu'ils étaient crucifiés, enterrés vivants, qu'ils étaient enfermés dans des mouroirs, ils étaient forcés de manger leurs excréments et ils étaient dévorés, abandonnés et dévorés par les vers ou les moustiques dans les marais. Et ils ont été jetés dans de l'huile brûlante. Ils ont été enfermés dans des tonneaux avec des épines, hommes et femmes, et tonneaux qui étaient lancés du haut de collines. Ces noirs misérables étaient jetés aux chiens. Et un héritage de cette histoire des Noirs, c'est que les personnes noires ont vécu jusqu'à nos jours en pensant que la chair noire pouvait toujours être sujet d'agression et de désintégration tels que les Noirs qui sont tués par des policiers de nos jours en Amérique ou des Noirs qui meurent en essayant d'arriver en Europe et leurs familles pensent trouver refuge dans les ports européens, mais aujourd'hui ces familles sont abandonnées parce qu'elles sont considérées comme n'étant pas dignes de la liberté de nous, le peuple. Et nous devons donner la légitimité à la Constitution américaine, mais ce n'est pas un concept d'inclusion. Il y en a toujours qui sont en dehors de ces limites d'inclusion telles que les maîtres européens l'ont conçu pour eux-mêmes, mais dénié, refusé à ceux de l'extérieur. Nous, le peuple, est un concept qui n'aurait été pu imaginer que comme un concept où le grand nombre de l'humanité et d'esclaves africains, asiatiques et latinos, réfugiés et sujets coloniaux n'étaient pas compris. Dans les divers fragments du corps de cette déesse de la liberté, on voit que ce concept n'est pas entier, et ce qui suggère que l'idée de la liberté, l'égalité et la fraternité est probable dans sa forme de promesse non respectée. Ce n'est pas un projet incomplet qui attend d'être complété, mais c'est un projet qui a toujours été prévu comme incomplet. Vaux, ici, parle de la liberté américaine et donne aux États-Unis la propre image de la liberté, l'égalité et la fraternité pour trop d'entre nous qui ont été dépossédés et qui ont souffert de la violence contre la chair. C'est une promesse que nous n'étions jamais censés écouter. Nous pouvons tous
finir dans la vengeance, mais pas aujourd'hui. Pour le travail de veau, les More Life est une pratique des vivants. I am you, you are too est un hôtel à More Life, plus de vie, qui a été d'abord présenté au musée Guggenheim à New York. Florence Wong Fai et son fils ont collaboré avec Vaux pour rassembler 3500 à 4000 objets. Dans I Am You, You Are Too et son monde de 4000 objets, son fils, ce sont des choses qui appartiennent à son fils et à la mère. Le titre vient d'une collection de personnages I Am You, You Are Too que Martin a imprimé à l'arrière de sa carte de présentation et parfois il l'incluait dans ses peintures. En fait, l'opposition concrète entre I, moi en anglais, et you, toi, était claire. Et on voyait la différence entre le sujet et l'objet. Moi et toi, enfant et mère. C'est dans nous et nous les transportons en nous et nous donnons lieu à leur résurrection dans le présent. Martin Wong est mort le 12 août 1999 et il faisait partie de toute une génération de personnes homosexuelles et trans de couleur qui sont mortes pendant la première vague de la crise du sida. Il a grandi dans la région de la baie et il a été actif au groupe de performance gay et queer, les anges de la lumière, Angels of Light, et The Coquettes, les coquettes, avant de déplacer sa pratique à New York et à Chinatown, où il a vécu et collaboré avec des poètes et l'écrivain Miguel Piñero. Mais ensuite, il est retourné à San Francisco pour vivre chez ses parents et il est mort parmi les siens et les collections de sa mère. Florence a amené Martin dans le monde et à travers son travail, elle a conservé le travail de son fils, elle a préservé les objets qu'il a touchés et qu'il a fait pour le faire durer alors qu'il n'a pas pu. Et dans une lettre de 2010 écrite à Sergio Bessa, à l'époque directeur des programmes du musée des Arts du Bronx, Florence fait une liste de divers catalogues du travail de Martin et exprime son désir d'aider le musée du Bronx à collectionner plus d'œuvres, de tableaux de Martin Wong. Elle a rappelé à Bessa que Martin a fait plus que peindre. Il avait aussi sculpté du bois, fait des dessins, de la céramique, des poèmes. Et elle dit que parfois les gens qui viennent à la maison, ils disent que la maison ressemble à un petit musée. Dans son essai I Am You, You Are Too, l'artiste Julie Holt écrit que Florence Wong et sa maison est dévouée ou est consacrée à la préservation du travail de Martin Wong et Florence a aidé à faire en sorte que Martin soit encore vivant à travers, malgré sa mort prématurée. Et pendant des décennies, elle a continué à établir des catalogues pour aider les curateurs
writers, les chercheurs et d'anciens amis, ainsi que de nouveaux enthousiastes du travail de Martin à faire en sorte que la collection de matériaux du travail de Martin soit disponible pour la recherche. Malgré la proximité entre Florence et son fils Martin, la sexualité de Martin était recouverte d'un voile et d'un silence prohibitif. Et par conséquent, un résultat de ce légat est que le travail expressément sexuel et queer et gay de Martin n'est pas souvent montré, sauf dans quelques collections privées telles que celle-ci qui appartient à Vaux. Me disait que Martin ne se décrivait pas lui-même. Il décrit le sexe d'un de ses amants, mais pas le sien même. Et en fait, il s'est rarement montré sur des murs de musées. Et Vaux a cherché à redonner vie à ce travail de Martin, comme ici où il réplique une photo de peinture détruite de Martin Wrong, où il montre la violence du régime carcéral. Nous voyons la prohibition qu'a souffert la sexualité de Martin Wong. Et Florence essaye de conserver son légat après sa mort, mais Florence n'a pas pu éviter qu'apparaisse la vision queer et sexuelle qui anime tant d'œuvres de son fils. Et dans I Am You, You Are Too, c'est une performance qui continue et qui préserve justement cet aspect de ce travail. Et Martin et Florence sont encore ici vivants. À une installation de 2014 à Mexico, il y avait un chandelier qui flottait dans une pièce blanche et il est suspendu juste au-dessus du sol et il descend du plafond par une poulie. Le poids du chandelier doit être considérable et on ne voit qu'une chaîne qui évite que tout s'écroule par terre et éclate. Au lieu de cela, celui-là flotte en emportant toute son histoire qui continue à flotter, soutenu par sa performance. Aujourd'hui, le chandelier emporte les traces d'un petit garçon qui est mort dans une petite ville au sud-est du Vietnam qui ne connaîtrait jamais son jeune frère qui était à l'époque un bébé ni ça et dont la famille ne l'oublierait jamais. Et maintenant, on voit la mémoire de Nguyen Thi Thi, de Toussaint Louverture et de Martin Wogg dans ses œuvres. La performance ressemble à une vie qui dure et nous essayons toujours de continuer à nous maintenir en vie au matin suivant, mais lorsque l'on n'a jamais rien eu, la seule chose que l'on puisse faire, c'est de continuer à être en vie et l'on a besoin de plus de vie. Donc, il me semble que la conversation a déjà commencé car Vo a été toujours en dialogue avec son travail, mais je crois que maintenant nous pouvons répondre à des questions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait.
Oh, sorry, we meant to make that clear. That's questions from you. Ah, pardon, je crois que ce sont des questions de vous, du public, hein, sinon ce n'est pas grave. Et vous pouvez les poser en français en parlant à un micro. Oui? Vous savez que et je ne sens pas de plus grand privilège en tant qu'artiste de voir quelqu'un qui met en mots mon travail. Et c'est ce que vous avez fait. Et ça, c'est fantastique. Et merci de votre invitation. Bon, eh bien, voilà. Merci. Je pense que, voilà, Jan Vaughan nous a parlé. Et je pense que c'est très fort. Il faut le voir comme une performance. Il y a eu, son œuvre, elle a été là, mais il y a surtout une invitation à réfléchir sur ce que les objets peuvent faire. Le fait qu'il était là, sa présence muette, je pense qu'il faut la voir comme ça. Merci beaucoup.